Good morning, ladies and gentlemen. Thank you very much for bearing with us, and apologies for the few minutes of delay. You're very welcome to today's press conference following the 7th round of negotiations with the United Kingdom. I'm here with Michel Barnier, the European Commission's chief negotiator, who will walk you through this week's negotiations, and then we'll have time at the end for a few minutes of questions. So, without further ado, I pass you the floor, Mr. Barnier. Thanks, Dan. Bonjour à chacune et chacun d'entre vous. J'espère que, malgré les circonstances graves liées à la crise sanitaire, économique et sociale du Covid, vous avez pu profiter de cet été pour prendre un peu de repos. De mon côté, je suis heureux de vous retrouver à l'issue de ce 7e round de négociations avec l'équipe britannique. Nous avons d'ailleurs maintenu avec cette équipe, avec David Frost, des contacts très réguliers entre nous pendant toutes les semaines du mois d'août jusqu'à lundi, et nous nous sommes retrouvés cette semaine pour poursuivre ces discussions en personne. Je remercie d'ailleurs l'équipe britannique d'avoir fait le déplacement à Bruxelles malgré les contextes difficiles liés aux conséquences du Covid. Et évidemment, mesdames et messieurs, nous continuerons à travailler intensément en prenant toutes les précautions nécessaires pour nos négociateurs à l'occasion de ces rencontres. Mesdames et messieurs, il nous reste très peu de temps pour conclure ces négociations. Pour qu'un accord entre effectivement en vigueur le 1er janvier 2021, dans 4 mois et 10 jours, un texte juridique complet doit être prêt pour la fin du mois d'octobre au plus tard, afin de laisser le temps nécessaire à la fois au Conseil et au Parlement européen, de notre côté, de se prononcer. Il nous reste donc à peu près 2 mois pour trouver un accord sur tous les sujets en négociation, pour consolider les textes et régler toutes les annexes techniques qui ne sont pas négligeables, et ensuite pour faire vérifier par nos juristes dans toutes les langues, et c'est un travail extrêmement complexe et indispensable. Ce que je veux simplement dire, c'est que tout délai supplémentaire, au-delà de la fin octobre, nous ferait prendre un risque sur la bonne fin de ce processus. Dans ce contexte, ceux qui espéraient ou ceux qui attendaient une accélération des négociations cette semaine seront déçus. Franchement, de mon côté, je suis déçu et je suis préoccupé. Également d'ailleurs un peu surpris, puisque le Premier ministre britannique, Boris Johnson, nous avait dit au mois de juin qu'il voulait accélérer nos travaux durant le cours de l'été. Or, cette semaine encore, tout comme à l'occasion du round du mois de juillet, les négociateurs britanniques n'ont montré aucune volonté de progresser sur des sujets fondamentaux pour l'Union européenne. Et cela malgré la flexibilité dont nous avons fait preuve de notre côté ces derniers mois pour prendre en compte et pour travailler sur les 3 lignes rouges que Boris Johnson lui-même nous avait exprimées au mois de juin, sur le rôle de la Cour de justice européenne, sur l'autonomie législative du Royaume-Uni et sur la pêche. Nous n'avons toujours pas vu, du côté britannique, un effort réciproque de compréhension des priorités européennes. Or, mesdames et messieurs, il ne peut y avoir aucune surprise concernant ces priorités de l'Union européenne, puisqu'elles n'ont pas changé depuis 2017. Regardez ou relisez les conclusions du Conseil européen, les résolutions du Parlement européen. Nous répétons continuellement depuis 2017 nos priorités pour un accord ambitieux, équilibré avec le Royaume-Uni, et avec beaucoup de patience, nous continuerons jusqu'au bout à les répéter. Notre accord commercial, devra s'accompagner de standards et de concurrence équitables.
c'est ce que nous appelons le fair play économique et commercial. 2, notre accord devra garantir une solution équitable et durable sur le long terme pour les pêcheurs européens. 3, il n'y aura pas de cherry picking, il n'y a pas d'accès à la carte au marché unique, puisque le Royaume-Uni, c'est l'essence même du Brexit, refuse d'accepter les règles et les obligations de ce marché. Brexit means Brexit. Et franchement, ce ne sont pas là des positions dogmatiques, technocratiques ou idéologiques de l'Union européenne. Ce n'est pas de la tactique, il faut bien que tout le monde le comprenne. Derrière ces mots, derrière ces exigences qui sont les priorités depuis 4 ans de l'Union européenne, il y a des réalités humaines, sociales, économiques, environnementales qui sont pour nous et qui resteront pour nous essentielles. Je vais prendre, si vous voulez bien, un exemple très concret, celui du transport routier, justement, qui d'ailleurs suscite en ce moment au Royaume-Uni, nous l'avons vu dans la presse ces derniers jours, une émotion qui m'étonne 4 ans après le vote du Brexit. Elle m'étonne parce que cette question et les problèmes qu'elle pose sont directement la conséquence du Brexit. Et personne ne devrait en être surpris du côté britannique. Le transport routier, c'est un secteur économique très important qui représente des millions d'emplois en Europe. C'est aussi un secteur qui a un impact direct sur les coûts de logistique pour nos entreprises, sur les prix payés par les consommateurs, sur la pollution, sur le climat et aussi sur la sécurité routière. Les négociateurs britanniques ne veulent pas que certains standards s'appliquent aux transporteurs routiers britanniques lorsqu'ils circulent sur le territoire de l'Union européenne. Et cela nous a été répété encore cette semaine, notamment sur le temps de travail, sur l'installation de tachygraphes modernes dans les camions pour contrôler les temps de conduite et de repos des chauffeurs routiers. Et ils refusent ces progrès ou ces garanties tout en demandant un niveau d'accès au marché unique comparable à celui d'un État membre, tous les États membres qui, eux, acceptent ces contraintes et ces standards. Or, je le répète, le Royaume-Uni a décidé lui-même de quitter le marché unique. Le Royaume-Uni a donc décidé lui-même de perdre les bénéfices du marché unique. C'est son choix, ce n'est pas notre choix. Évidemment, en tout état de cause, pourquoi devrions-nous donner accès à nos routes à des transporteurs routiers qui refuseraient d'appliquer des règles pourtant indispensables aux bonnes conditions de travail et à la sécurité de tous? Pourquoi devrions-nous aussi permettre aux transporteurs aériens britanniques d'opérer les mêmes lignes que les opérateurs européens s'ils ne sont pas liés par des standards comparables en matière de protection de l'environnement ou de protection des passagers? Dans le même esprit, pourquoi devrions-nous accepter que le gouvernement britannique puisse librement, à l'avenir, créer des distorsions de concurrence contre nos propres entreprises, par exemple en octroyant des subventions ou en attribuant des dérogations en matière d'émissions polluantes ou de normes de travail, sans qu'il y ait aucun cadre de cohérence réglementaire? Il s'agit simplement de cela, de cohérence réglementaire entre nous, fixée dans notre accord. Voyez bien que derrière ces mots, je le reconnais un peu techno, de level playing field, il s'agit de la protection de milliers d'emplois dans chacun de nos États. Il s'agit des droits de nos travailleurs, de nos consommateurs, il s'agit de la santé, il s'agit de la protection de notre environnement. Notre présidente Ursula von der Leyen a dit clairement « Nous sommes prêts à affronter une concurrence avec les entreprises britanniques, à condition que cette concurrence soit juste. » Ladies and gentlemen, the need for a level playing field is not going to go away. Even if the UK continues
to insist on a low-quality agreement on goods and services only. It is a non-negotiable precondition to grant access to our market of 450 million citizens, given the UK geographic proximity and the intensity of our economic exchanges. We are asking for nothing more, but nothing less than what Prime Minister Boris Johnson committed to in our joint political declaration last October, together with the 27 EU leaders. I have a slide for you, not new. Here is a small reminder of those commitments, which were also endorsed by the current UK Parliament, by the way, and supported by the European Parliament also. In particular, paragraph 77, where we agreed, and I quote, "Our future agreement must encompass robust commitments to prevent distortions of trade and to prevent unfair competitive advantages." And I continue to quote, "We should uphold the common high standards applicable in the Union and the UK at the end of the transition period, 4 months from now, in these areas," I quote, state aid, competition, social and employment standards, environment, climate change, and relevant tax matters. This is the political declaration agreed between us and the UK government. And that is what modern trade policy is about. Not just lowering tariffs and removing quotas. It's about finding agreement between sovereign parties on the rules that will govern future trade. As the Commissioner Phil Hogan often says, a modern trade policy must contribute to upholding or even raising rights and standards in the interest of citizens, consumers, and sustainable development. We hear the British government's concern about maintaining its sovereignty and its regulatory autonomy, and we respect that clearly. But no international agreement was ever reached without the parties agreeing to common rules. No international agreement. And I can predict with absolute certainty this will also be the case of trade agreements between the UK and other partners in the future, such as the United States, Japan, and Australia. Ladies and gentlemen, apart from the question of a level playing field, there are still many other areas where progress is needed. And for example, obviously fisheries, where we have made no progress whatsoever on the issues that matter. Governance, where we are still far from agreeing on the essential issue of the dispute settlement. Law enforcement, where we still struggle to agree on the necessary guarantees to protect citizens' fundamental rights and personal data. And also mobility and social security coordination, where our positions are also remain far apart. Nonetheless, to be fully objective, I should add that in some of the 10 tables that convened this week, we were able to make progress on technical issues, for example, on energy cooperation, participation in union programs, and anti-money laundering, among others. And this will be useful when it comes to consolidate together a final text, provided we are able to agree on fundamentals first. However, too often this week, it felt as if we were going backwards more than forwards.
given the short time left, what I said in London in July remains true. Today, at this stage, an agreement between UK and the European Union seems unlikely. I simply do not understand why we are wasting valuable time. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, du côté européen, nous sommes préoccupés par l'état de cette négociation et, pour être tout à fait franc, nous ne voyons pas comment, en repoussant les sujets les plus difficiles à plus tard, on pourrait arriver à un meilleur accord. Nous devrions pourtant commencer à travailler sur la consolidation de textes juridiques. Nous sommes prêts à le faire. Nous avions d'ailleurs déjà proposé un texte complet en mars. Les Britanniques, eux aussi, proposent des textes britanniques sur certains sujets, mais une telle consolidation ne sera possible et utile que si elle se fait ensemble, les Britanniques et nous, et pas chacun de notre côté, et si elle se fait sur tous les sujets en parallèle. J'espère que ce point est et sera bien compris. Nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas là. Puisqu'au moment où je vous parle, la seule perspective ouverte par les Britanniques serait celle d'un accord commercial, zéro tarif, zéro quota, sans aucun cadre crédible de level playing field et sans accord équilibré sur la pêche. C'est évidemment, naturellement, un no-go, parce que ça bloque tout. La semaine dernière, nous avons entendu Boris Johnson réaffirmer lors de sa rencontre avec le Taoiseach Micheál Martin son souhait d'arriver à un accord avec l'Union européenne. Il nous l'avait déjà dit, et c'est aussi notre souhait. Je pense que c'est encore possible, malgré le temps de plus en plus court, mais pour y parvenir, il faudra que nos partenaires britanniques soient enfin prêts à nous proposer des idées claires et concrètes, constructives, à l'occasion du prochain round qui se tiendra à Londres du 7 au 11 septembre prochain. Mesdames et messieurs, parallèlement à cette négociation difficile, très difficile, nous continuons avec le vice-président Maroš Šefčovič à être particulièrement vigilants pour la bonne mise en œuvre de l'accord de retrait d'ici le 31 décembre cette année. S'agissant du protocole sur l'Irlande et l'Irlande du Nord, les déclarations récentes du Premier ministre Boris Johnson à Belfast montrent bien à quel point cette question est sensible. Mais nous attendons que le Royaume-Uni fasse le nécessaire pour garantir la mise en œuvre précise et rigoureuse des obligations légales qui sont contenues pour les deux parties dans ce protocole et dans l'accord de retrait qui est aujourd'hui ratifié. Indeed, the proper implementation of the protocol is the only way to preserve Ireland's all-Ireland economy, to protect the integrity of the single market, and, above all, to ensure continued peace and stability on the island of Ireland. And in saying this, I want to pay tribute once again to the dedication and determination of John Hume, who sadly left us a few weeks ago. S'agissant par ailleurs, à propos de cet accord de retrait que nous devons mettre en œuvre, s'agissant par ailleurs des droits des citoyens, nous restons évidemment attentifs à la bonne mise en œuvre des deux côtés. Pour les citoyens européens qui vivent au Royaume-Uni, ils sont très nombreux. Pour les citoyens britanniques qui vivent dans l'un de nos pays, ils sont également très nombreux. Nous restons attentifs à la bonne mise en œuvre des deux côtés de leurs droits tels qu'ils sont décrits précisément dans l'accord de retrait. Et pour cela, nous travaillons notamment avec la société civile et avec les associations citoyennes qui étaient d'ailleurs présentes à l'occasion de la deuxième réunion du comité spécialisé sur les droits des citoyens le 6 août dernier. Finalement, nous savons bien que la priorité actuelle est et restera pour les mois qui viennent de faire face à cette crise sans précédent sur le plan sanitaire en raison du Covid et à toutes ses conséquences économiques et sociales qui sont très graves, partout. Néanmoins, malgré cette priorité liée à la crise du Covid, le réalisme nous conduit à nous préparer aussi et en même temps pour les grands changements qui vont intervenir
le 1er janvier prochain, c'est-à-dire à la date choisie par le Royaume-Uni pour le Brexit économique et le Brexit commercial. Avec ou sans accord commercial, il y aura des changements importants, c'est la conséquence directe du Brexit. Et voilà pourquoi la Commission a commencé il y a quelques jours un tour virtuel des capitales pour accompagner les administrations nationales et tous les secteurs économiques qui sont exposés au Royaume-Uni. Nous avons donc publié une communication Readiness en 23 langues, accompagnée de notices sectorielles détaillées qui reprennent les principaux changements et qui identifient clairement à l'égard de tous les acteurs de l'Union européenne les mesures qui doivent être prises par les entreprises, par les administrations et les autres parties prenantes afin de se préparer à cette inévitable et clairement nouvelle situation le 1er janvier prochain. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire au terme de ce round. Le prochain rendez-vous est prévu sous forme d'un round la semaine du 7 septembre. Et évidemment, nous allons entre-temps continuer avec David Frost et son équipe notre travail, notre dialogue tout au long des 2 semaines qui viennent. Mais au-delà du processus de négociation, au-delà des questions d'agenda, c'est sur les questions de fond, celles que j'ai rappelées en particulier, que nous devons maintenant progresser. Et to conclude with a very well-known phrase, the clock is ticking. The clock is ticking. Thank you very much, Mr. Barnier. We now have time for a few short questions on this week's round. I will give the floor, first of all, to Jennifer Rankin from The Guardian. Good morning. Can you hear me? Yeah, we can hear you. Thank you. Mr. Barnier, can you confirm whether you received from David Frost a draft free trade agreement? And given what you said about the level playing field, if you did receive such a text, it would seem that that hasn't made any breakthrough. But could you give us your overall assessment of that document and how useful it is? Thank you. Mais, Madame, tous les documents sont utiles. Et on a reçu effectivement cette semaine de nouveaux documents britanniques sur les positions britanniques qui sont parfois confirmées, souvent confirmées, parfois amendées, corrigées. Tout ça est utile pour mieux se comprendre et pour clarifier les positions. Mais je veux rappeler simplement une chose qui doit être bien comprise et qui n'est parfois pas bien comprise, bien que nous la répétions depuis 4 ans et bien que nous l'ayons confirmé, les 27 chefs d'État et de gouvernement unanimement, le Parlement européen, notamment dans le mandat qui est le mien. Un accord de commerce doit comprendre 3 éléments indissociables. Ce que nous avons proposé de manière absolument nouvelle, puisque nous ne l'avions jamais fait au départ d'une négociation commerciale, ce que nous avons proposé au Royaume-Uni, 0 tarif, 0 quota pour les échanges de biens. Deuxième élément, un accord de level playing field qui garantit ce que nous avons appelé le fair play économique entre 2 partenaires qui sont extrêmement proches, 0 kilomètre entre le marché unique en Irlande et le Royaume-Uni, et qui ont des échanges très importants depuis très longtemps. Et le troisième élément, parce qu'il est aussi lié à l'économie et au commerce, c'est la question de la pêche où nous voulons un accord équilibré. Ces 3 éléments sont indissociables. Donc, c'est toujours utile que le Royaume-Uni nous rappelle sur le commerce des biens et des services ses demandes, ses positions, mais on ne peut travailler sur une consolidation de texte que si on le fait ensemble et pas chacun chez soi unilatéralement, et si on le fait sur tous les sujets qui composent ce paquet, parce qu'il est indissociable. Et mon mandat est clair, je le répète une nouvelle fois pour qu'il soit bien compris, si le Royaume-Uni veut un accord de commerce avec l'Union européenne, 0 tarif, 0 quota, cet accord doit comprendre un cadre crédible et opérationnel de level playing field, de règles du jeu économique pour éviter, pour maîtriser les risques de dumping les uns contre les autres, et doit comprendre un accord équilibré sur la pêche. Et ce n'est pas le cas des documents que nous avons reçus. Donc, j'ai répété ça à David Frost et je vous le redis. Voilà.
Thank you very much, Mr. Barnier. I'll now give the floor to Joe Barnes. Thank you, Dan, and thank you, Mr. Barnier. So, Mr. Barnier, are you willing to see the talks kind of enter into a phase where no deal is a genuine reality by maintaining that you will have to negotiate in parallelism instead of actually looking at the more important topics, first of all, and kind of getting agreements where things are already agreed? Thank you. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris votre question, mais je vais tenter d'y répondre. Et puis, si vous voulez reprendre la parole, volontiers pour préciser. Nous travaillons bien et ce que nous souhaitons obtenir, c'est un accord sur les sujets les plus importants. Et vous avez 3 grandes séries de sujets qui font partie de ce Comprehensive Partnership, qui sont le commerce, zéro tarif, zéro quota avec le level playing field et l'accord de pêche, les questions de transport dans toutes les dimensions, d'énergie et beaucoup d'autres sujets liés à la mobilité notamment, et puis enfin les questions liées à la sécurité intérieure qui est très importante pour nos citoyens des 2 côtés. Voilà les sujets sur lesquels nous avons beaucoup travaillé, clarifié, avancé depuis le début de cette 2e négociation sur la future relation. Mais vous identifiez les sujets les plus importants. Le commerce est évidemment le cœur, le socle de ce futur partenariat. Et je vous ai dit, j'ai dit à votre collègue, à votre consoeur tout à l'heure, les conditions pour aboutir à un accord de commerce, qui sont celles de mon mandat. Thank you very much. I'll now pass the floor to Nick Gutteridge. Hi there, thanks Dan. Hi Mr. Barnier. In your remarks you said that you were kind of surprised at the approach by the UK and you questioned why we're wasting time. You sounded a bit like you were losing faith that the British side really wants an agreement and that wants it enough to sort of make the compromises that you would see as necessary. Have you seen a sort of an attitude change, if you like, on the British side that makes you feel that they no longer value a deal? And just really quickly on parallelism to follow up on Joe, isn't it fairly kind of standard and logical that sides would want to leave sort of the most important things to them until the last minute as leverage? And aren't you doing it as well? I mean, the UK wants to talk about an agreement on asylum, for instance, the financial services equivalence decisions going very slowly. There are various other things like mutual recognition agreements that the UK wants to talk about. Are you not leaving some of those things back until September or October as well? And isn't that sort of just good negotiating? Thank you. C'est une phrase, Nick, habituelle de dire qu'il n'y aura d'accord sur rien s'il n'y a pas d'accord sur tout. Je crois que nous sommes d'accord sur cette question, sur cette méthode avec les Britanniques. Moi, ce qui m'importe, c'est ce que dit le Premier ministre britannique, que j'écoute avec beaucoup d'attention, avec qui nous avons des échanges d'ailleurs. Et le Premier ministre britannique, à Belfast, la semaine dernière, lorsqu'il a rencontré le Taoiseach, a clairement rappelé qu'il souhaitait un accord avec l'Union européenne. C'est ça qui est important pour moi. Et je le comprends d'ailleurs, parce que un accord assure une certaine stabilité économique. Un désaccord, en revanche, quand on regarde la structure des échanges entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, provoquerait, je l'ai toujours dit depuis 4 ans, ici même, énormément de conséquences, de turbulences économiques, juridiques, sociales et politiques, sans doute. Donc, c'est l'intérêt commun. C'est ce qu'a voulu dire le Premier ministre, et c'est ça qui est important pour moi. Donc, nous gardons cette perspective parce que c'est aussi la nôtre. C'est le sens du mandat qui m'a été donné par les 27 chefs d'État et de gouvernement et aussi par le Parlement européen. Mais ça ne sera pas un accord à n'importe quel prix. Il faut bien comprendre ça. Nous ne payerons pas, pour avoir un accord avec les Britanniques, le prix de fragiliser le marché unique. Nous ne prendrons pas le risque
en ouvrant nos marchés sans tarifs et sans quotas aux Britanniques, de fragiliser ou de compromettre des milliers d'emplois chez nous ou de faire baisser les droits sociaux, les droits environnementaux. Nous voulons que cette relation avec le Royaume-Uni soit équilibrée. Nous n'avons pas peur de la concurrence. Ursula von der Leyen l'a dit clairement. Elle fait partie de la vie, la concurrence. Mais toute la philosophie qui est la nôtre, c'est que cette concurrence doit être équitable. Et notre philosophie, pour reprendre un mot que les Britanniques utilisent assez souvent en ce moment, et moi je ne suis pas contre des réflexions philosophiques, c'est précisément ce que j'appelle cette nouvelle génération d'accords commerciaux. Et voilà pourquoi cet accord ne ressemble pas à ce que nous avons fait il y a 15 ou 20 ans, ou même plus récemment avec certains autres pays plus lointains et moins importants économiquement dans nos relations avec nous. Nous voulons de nouveaux accords qui correspondent au temps d'aujourd'hui. Et nous prenons en compte pour cela les préoccupations des citoyens, partout, que j'entends, que j'écoute, qui sont organisés sur les exigences en matière de fair play économique, en matière d'environnement, de droits sociaux, de droits des consommateurs, de climate change. Voilà. Donc, ne m'envoyez pas cette réponse un peu générale, mais c'est important de... Bien sûr, il y a plein de détails dans la négociation. Bien sûr, je connais la tactique qui consiste à retarder ou à isoler certains sujets pour faire je ne sais quel bargaining. Mon seul souci, c'est de rappeler que nous parlons de sujets très complexes, notamment sur la pêche, où il s'agit de 100 espèces de poissons. 100 espèces de poissons. Nous parlons de sujets très complexes sur le plan juridique, s'agissant du level playing field, des aides d'État. Nous attendons de comprendre, de savoir ce que sera la politique britannique en matière de règles d'aide d'État ou de non-regression clause. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Nous avons des très bons juristes des deux côtés, mais ils doivent savoir dans quel sens travailler. Donc je suis préoccupé et inquiet, déçu, parce que je vois ce temps qui passe et on commence à prendre des risques sur la capacité d'aboutir à une ratification du traité à la fin de l'année. Voilà ce que je pense. Thank you very much, Mr. Barnier. I have one final hand up. I give the floor to Vince Chadwick. Thank you. Hi. I've got a question about development policy. Given that in June you said that the UK had refused to speak about this and you weren't sure why that was the case, just wondering if there's been any more clarity on the future for development and humanitarian relations. Thanks. Non. Je peux faire une réponse très brève. La situation n'a pas changé. Nous restons disponibles. C'est un sujet qui intéresse tous les États membres, qui intéresse, me semble-t-il, aussi le Royaume-Uni, que d'avoir un cadre préventif à toutes fins utiles de coopération entre nous dans le domaine du développement, notamment en Afrique, de coopération politique aux Nations Unies ou dans des régions sensibles, on le voit bien en ce moment, comme la Méditerranée, de permettre, si le Royaume-Uni le souhaite, une coopération en matière d'intervention extérieure quelquefois. Voilà des sujets où je pense que notre intérêt serait d'avoir un cadre qui soit utilisable plutôt que d'improviser au moment même d'une crise. Ça, c'est mon expérience de ministre des Affaires étrangères il y a quelques années qui me fait penser ça. Et je comprends que le Royaume-Uni ne veut pas discuter de cela. C'est son choix. Il faut être deux pour discuter. Mais ça sera sans doute l'objet de discussions, de négociations ultérieures après la conclusion de ce socle de l'accord de partenariat sur les questions économiques et les questions de sécurité intérieure. Mais l'Union européenne reste disponible et intéressée par une coopération avec le Royaume-Uni sur ces grands sujets qui touchent à la stabilité d'une manière ou d'une autre de notre continent, et on ne peut assurer cette stabilité qu'ensemble avec le Royaume-Uni. C'est aussi vrai pour la question de défense, que j'ai évoquée tout à l'heure. Thank you very much, Mr. Barnier. This now concludes our press conference. A huge thank you to our interpreters and to our technicians as well. We will move over to the midday press conference in the next couple of minutes. Thank you very much and have a lovely weekend.